Ils ont dit que cette mule boiteuse ne valait rien. Pourtant, 3 semaines plus tard, cette même créature allait découvrir quelque chose qui allait changer le destin de toute une ferme. Mais en cette matinée torride, alors qu'Elias Boone se tenait sous un soleil de plomb à la foire aux bestiaux poussiéreuses près de Redwater Junction, tout ce qu'il voyait, c'était un problème à 4 pattes ou plutôt, à 3 pattes qui fonctionnait encore point et la voix du commissaire-priseur résonnait sur la scène en bois, pleine de moqueries. « Qui m'en offre une pour ce bel animal robuste » ricana-t-il, son sarcasme tranchant l'air sec. La mule restait immobile, favorisant sa patte arrière gauche, tandis que les acheteurs potentiels secouaient la tête et s'éloignaient. Des murmures se répandirent dans la foule, chaque remarque sur la boiterie évidente de l'animal étant plus acerbe que la précédente. Elias sentait le poids écrasant des factures impayées peser sur lui comme la chaleur du désert. La lettre pliée de la banque dans sa poche lui brûlait la poitrine, lui rappelant qu'il avait 30 jours pour sauver sa ferme, 30 jours pour trouver l'argent qu'il n'avait pas pourtant, quelque chose dans le regard fixe de la mule le fit hésiter point. 5 $? Cria Elias d'une voix incertaine, presque étouffé par le bruit des rires méprisants. Le commissaire-priseur se figea, surpris que quelqu'un ait osé prendre la parole. 5 $ pour la mule boiteuse. Est-ce que j'entends 6 ? Le silence s'installa dans l'enclos, tendu comme une corde raide. Les éleveurs échangèrent des regards, convaincus qu'Elias Boone avait finalement perdu le peu de bon sens qui lui restait. Un homme au bord de la ruine dépensait ses derniers dollars pour une créature qui pouvait à peine marcher point. Une fois, 2 fois, le marteau resta suspendu dans les airs lorsque Grant Mercer, le rancher le plus riche des 3 comtés, s'avança. Ses bottes cirées claquaient sur la plateforme, sa présence imposant le respect point. « Tu es sûr de toi, Boone » demanda Mercer d'une voix basse mais tranchante. « Cette mule ne pourra ni transporter du bois ni porter de l'eau. Tu jettes ton argent par les fenêtres. » Elias savait que Mercer avait raison. La logique lui criait que c'était une erreur stupide. Mais quelque part au fond de lui, au-delà de la logique, quelque chose lui soufflait obstinément de faire confiance à son instinct. Vendu à Elias Boone pour 5 $. Le marteau tomba, scellant la transaction. Elias expira lentement, ne sachant pas s'il venait d'acheter son salut ou de sceller sa ruine. La mule boitait vers lui avec une dignité tranquille, comme si elle savait que sa vie venait de prendre un tournant. Mais Elias ne savait pas encore que sous sa terre, sous des années de poussière et de sécheresse, se trouvait quelque chose qui valait plus que tout l'or du territoire de l'Arizona. Et que cette mule le mènerait jusqu'à lui. Le chemin du retour lui sembla plus long que d'habitude. La mule, boitant derrière le cheval d'Elias, avançait lentement mais sûrement. Chaque pas inégal lui rappelait les 5 $ qu'il n'avait pas les moyens de dépenser, de l'argent qui aurait dû servir à acheter de la nourriture ou à réparer la clôture. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, Elias franchit le portail usé par les intempéries qui marquait l'entrée de la propriété Boone. Sa fille Clara, âgée de 17 ans et dotée d'une volonté hors du commun pour son âge, sortit du porche, essuyant la farine sur ses mains avec un tablier délavé. « Papa, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, l'incrédulité adoucissant son ton alors que son regard se posait sur la mule boiteuse. Elias mit pied à terre et étira ses genoux endoloris. « J'ai juste rencontré quelqu'un qui avait besoin d'un foyer. » Quelques ouvriers agricoles s'étaient rassemblés près du corral et chuchotaient entre eux. Anclosson, le contremaître, ôta son chapeau et se gratta la tête. « Patron, on arrive à peine à nourrir le bétail qu'on a. Cette mule va manger autant, voire plus. » Un autre ouvrier intervint en souriant. « Les animaux blessés ont tendance à se rattraper à l'auge. » Elias les ignora et conduisit la mule vers une stalle vide. Malgré sa boiterie, les yeux de l'animal brillaient d'intelligence, curieux, alerte et étrangement calme. Sa posture dégageait de la résilience, pas de la défaite. Clara s'approcha prudemment, tendant la main pour que la mule la renifle. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle. « Gideon » répondit Elias sans réfléchir. Le nom lui était venu spontanément, comme si la mule le lui avait chuchoté. « Gideon. Répéta Clara doucement. Les oreilles de l'animal se dressèrent, lui répondant. « Je pense qu'il l'aime bien, dit-elle en souriant. Les ouvriers agricoles s'éloignèrent en secouant la tête devant la décision de leur patron. Elias et Clara restèrent près de la clôture tandis que les dernières lueurs du jour peignaient le ciel d'orange. « Maman disait souvent, murmura Clara, que parfois, ce que nous pensons inutile s'avère être exactement ce dont nous avons besoin. » Elias esquissa un sourire fatigué. « Ta maman était une femme sage. »
J'espère juste que la sagesse permet de payer l'hypothèque. Peut-être que Gideon la paiera, dit Clara d'un ton léger. Le mulet leva alors les yeux de son enclos, croisant leurs regards. Dans ses yeux sombres et fixes, il y avait quelque chose, presque de la conscience, qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Et au moment où l'aube suivante se leva, Gideon commença à révéler ce qu'aucun humain n'aurait jamais pu révéler. Le soleil matinal se levait, flamboyant à l'horizon du désert. Élias sortit, s'étira avant une autre longue journée de corvée, mais se figea. La stalle de Gideon était ouverte et vide. Et la panique lui serra la poitrine. Perdre la mule signifiait perdre $5 qu'il ne pourrait pas remplacer, et affronter la déception de Clara. Attrapant son chapeau, il se dirigea à grands pas vers les champs. Et elle trouva Gideon près du vieux pécanier qui marquait la limite de la propriété, mais la mule ne broutait pas. Elle creusait. Élias s'arrêta net. Les sabots avant de Gideon frappaient la terre battue à plusieurs reprises, grattant les couches de sol sec et formant une fosse peu profonde. Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Demanda Élias doucement en s'approchant. La mule s'interrompit juste le temps de lever les yeux vers lui, puis se remit au travail avec une intensité renouvelée. Chaque coup soulevait un nuage de poussière. Sa détermination semblait délibérée, et non aléatoire. En qu'apparut sur la crête, menant 2 chevaux vers l'abreuvoir. Apercevant Élias, il se dirigea vers le pacanier. Cette mule est là depuis l'aube, cria-t-il. Je me suis dit qu'il avait peut-être senti quelque chose. Sentir quoi? Marmonna Élias. Peut-être des racines, peut-être rien. Ou peut-être qu'il est tout simplement fou. Élias s'agenouilla à côté du trou qui s'agrandissait, observant la façon dont la couleur et la texture du sol changeaient. Plus clair près de la surface, plus foncé en dessous. Quelque chose le mettait mal à l'aise. Clara arriva avec un seau d'avoine, sa tresse se balançant derrière elle. Il est blessé? Pourquoi creuse-t-il? Je ne sais pas, admit Élias en plissant les yeux. Peut-être qu'il sent quelque chose d'enterré, suggéra-t-elle. Les animaux peuvent sentir des choses que nous ne pouvons pas sentir. Ces paroles réveillèrent un vague souvenir. Les récits de son grand-père sur les trésors cachés laissés par les colons qui possédaient autrefois cette terre. Des histoires ridicules, avait-il pensé. Jusqu'à présent. Gideon creusait de plus en plus vite, avec un rythme de plus en plus soutenu. La terre volait en arc de cercle tandis qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement, mais il ne s'arrêtait pas. Devrions-nous le faire arrêter? Demanda Clara. Élias hésita, fixant la fosse du regard. La logique lui disait oui. Mais quelque chose d'autre lui disait d'attendre, de laisser la mule finir. Laisse-le faire, dit-il finalement. S'il a une raison, il la montrera. Cette décision allait tout changer. À midi, le trou sous le pacanier était devenu si profond que le dos de Gideon était à peine visible depuis la surface. Ses efforts incessants attirèrent l'attention de tous les coins du ranch. Lorsque la nouvelle du comportement étrange de la mule se répandit, les ouvriers vinrent un par un pendant leur pause déjeuner, s'appuyant contre les poteaux de la clôture et émettant des hypothèses. Peut-être qu'il cherche de l'eau, suggéra l'un d'eux en plissant les yeux pour regarder dans le trou. De l'eau? Avec cette chaleur? Ricana un autre. On dirait plutôt qu'il a perdu la tête. Élias s'accroupit au bord du trou, écartant la terre meuble. Les couches de terre racontaient une histoire vieille de plusieurs années, chaque nuance de brun et de rouge marquant une saison différente, marquée par les inondations ou la sécheresse. Mais quelque chose d'inhabituel attira son attention. Près du fond, la terre semblait plus sombre, plus lourde, comme si elle avait été remuée puis tassée à nouveau. Avant qu'Élias n'ait pu approfondir ses recherches, une voix familière retentit. Eh bien, qu'est-ce que toute cette agitation? C'était Grant Mercer, qui arrivait au galop sur son étalon alezan, la poussière tourbillonnant autour de ses bottes lorsqu'il mit pied à terre. Cet homme ne manquait jamais une occasion de se montrer lorsque la curiosité ou le profit étaient en jeu. Votre mule fait tout un spectacle, dit Mercer en souriant. La moitié de la ville en parlera avant le coucher du soleil. Il n'y a pas de mal, répondit Élias d'un ton neutre. Il est juste en train de creuser. Mercer regarda dans la fosse. Son sourire s'estompa, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. C'est un trou sacrément profond pour une journée de travail. À ton avis, qu'est-ce qu'il cherche? La foule se tut. Tous les regards se tournèrent vers Élias. Il ne connaissait pas la réponse lui-même, mais l'intérêt soudain de Mercer le rendait méfiant. Les animaux font parfois des choses étranges,
finit par dire Elias. Clara apparut à ce moment-là, apportant un seau d'eau pour Gideon. La mule, couverte de poussière et de sueur, but plusieurs longues gorgées avant de reprendre son travail. Elle sentit immédiatement la tension, son regard passant de son père au riche voisin qui s'était moqué d'eux lors de la vente aux enchères. Monsieur Mercé, dit-elle poliment, mais d'un ton froid. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Je viens juste voir le nouvel investissement de votre père, répondit-il d'un ton suave. Son regard ne quittait pas le trou. Il semble qu'il ait acheté plus que ce qu'il avait négocié. Écoutez, Boone, je vous rachète cette mule. 10 $, en espèces. Le double de ce que vous avez payé. Les ouvriers agricoles échangèrent des regards inquiets. Hier encore, Mercé avait qualifié la mule d'inutile. Aujourd'hui, il voulait l'acheter. Elias croisa les bras. C'est généreux. Mais elle reste ici. Le sourire de Mercé s'estompa. Réfléchissez-y. Un homme dans votre situation ne peut pas se permettre d'être sentimental. Vous avez une hypothèque à rembourser et une fille qui dépend de vous. Avant qu'Elias n'ait pu répondre, Gideon poussa un grognement sonore et frappa à nouveau le sol. Cette fois-ci, le bruit qui suivit fit taire toutes les conversations. Ce n'était pas le bruit sourd des sabots frappant la terre dure. C'était un bruit creux. Tout le monde se figea. La mule frappa à nouveau. Le bruit était plus clair, résonnant comme un tambour sous la surface. Les yeux de Mercé s'illuminèrent. Eh bien, c'est intéressant. Elias tomba à genoux et commença à dégager la terre meuble à la main. En quelques minutes, le contour d'un objet en bois apparut, le coin d'une boîte enterrée, usée par le temps mais intacte. Reculez tous, ordonna Elias d'une voix plus aiguë que d'habitude. Mercé l'ignora et se pencha plus près. Tens, Boone. S'il y a quelque chose d'enterré ici, cela ne t'appartient peut-être pas uniquement. Nous devrions. C'est ma propriété, l'interrompit Elias. Tout le monde, sauf Clara, retournait au travail. Les ouvriers hésitèrent, partagés entre la curiosité et le respect. Finalement, Hank souleva son chapeau. Vous avez entendu le patron. Allons-y. Une fois qu'ils furent partis, Mercé ne bougea toujours pas. Soyez raisonnable, Boone. Si cette boîte contient quelque chose de valeur, vous aurez besoin d'aide pour vous en occuper. J'ai des ressources. Je peux m'occuper de mes affaires. Vraiment? Demanda Mercer calmement. Aux dernières nouvelles, la banque vous mettait la pression. Je devrais peut-être appeler le shérif, pour m'assurer que tout se passe dans les règles. Et la menace n'était pas subtile. Elias croisa son regard, la mâchoire serrée. Clara s'avança et se plaça aux côtés de son père. Monsieur Mercé, dit-elle d'un ton neutre, mon père vous a demandé de partir. L'atmosphère devint tendue. Mercé les observa tous les deux, les yeux plissés. Finalement, il expira par le nez et se tourna vers son cheval. Cette conversation n'est pas terminée, prévint-il. Les voisins doivent s'entraider, surtout lorsqu'il s'agit d'un trésor. Lorsque Mercé eut disparu derrière la crête, Elias et Clara s'agenouillèrent près de la fosse et creusèrent avec précaution autour de la boîte jusqu'à ce qu'ils puissent la dégager. Elle était petite, environ 60 cm de long et 30 cm de large, mais étonnamment lourde. Les charnières métalliques étaient rouillées, mais le bois était resté solide. Gideon se tenait à proximité, les oreilles dressées, ses yeux sombres brillant d'une satisfaction tranquille. Comment savait-il où creuser? Murmura Clara. Je ne sais pas, admit Elias doucement. Mais il le savait. Ils transportèrent la boîte jusqu'à la ferme, la protégeant du soleil brûlant. Dans la cuisine, ils la posèrent sur la vieille table en chêne qui avait appartenu au père d'Elias. La poussière tourbillonnait dans la lumière oblique qui pénétrait par la fenêtre, conférant à cet instant une quiétude presque sacrée. Les mains d'Elias tremblaient légèrement tandis qu'il manipulait le loquet corrodé. Le métal grinça, puis, dans un dernier clic, le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvaient des dizaines de pièces d'or, qui brillaient encore après avoir passé des décennies sous terre. Leur surface polie captait la lumière, projetant des reflets dorés dans toute la pièce. Sous elle se trouvait un grand livre relié en cuir et plusieurs papiers jaunis attachés ensemble avec une ficelle. Clara eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. « Papa, est-ce que c'est vrai ?» Elias prit une des pièces. Elle était lourde et froide, estampillée d'un insigne ferroviaire. « Tout à fait vrai, » dit-il d'une voix rauque. « Plus que vrai. » Il ouvrit le registre avec précaution. Les initiales JB étaient gravées sur la couverture.
L'écriture à l'intérieur était effacée mais lisible. Des notes sur des transactions, des levées topographiques et des paiements effectués il y a longtemps. Mais la dernière entrée le paralysa, pour mon fils, Samuel Boone. Si je ne vis pas assez longtemps pour te voir grandir, cet or t'appartient de droit. Construis quelque chose de durable sur cette terre. Ton père, Josiah Boone. Clara se pencha par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Grand-père Josiah, Elias acquiesça lentement. Il est mort quand j'étais enfant. Il travaillait pour la compagnie ferroviaire avant de s'installer ici. On dirait qu'il a transformé leur paiement en or avant de mourir. Ils passèrent en revue les documents qui se trouvaient sous les pièces. Des contrats, des cartes et un chèque bancaire à l'ordre de Josiah Boone, jamais encaissé. Tout correspondait à l'écriture du registre point. Papa, dit Clara doucement en tirant une enveloppe du fond de la boîte, il y a autre chose. Le papier était friable à cause de son âge. À l'intérieur se trouvait une note écrite d'une main soignée. Samuel, cette terre recèle bien plus que ce que l'on voit à première vue. Prends en soin, et elle prendra soin de toi. Le pacanier connaît le chemin. Un frisson parcourut le dos d'Elias. D'une manière ou d'une autre, son grand-père savait que ce trésor pourrait un jour être nécessaire. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu parler, des coups secs retentirent à la porte. Elias jeta un coup d'œil par la fenêtre et sentit son estomac se nouer. Mercé était de retour, et il n'était pas seul. Cache la boîte, murmura Elias. Mais avant que Clara n'ait pu bouger, Mercé franchit le seuil, suivi de deux hommes au visage sombre. Les bottes de Mercé résonnèrent sur le plancher lorsqu'il entra, son chapeau projetant une ombre sur ses yeux. Les deux hommes derrière lui, des ouvriers agricoles rustres de sa propriété, bloquaient la porte comme des sentinelles. Elias se redressa, le corps tendu, tandis que Clara se tenait près de la table, une main posée protectrice sur la boîte en bois désormais recouverte d'un tissu de jute. « Bonjour à nouveau, dit Mercé avec un calme fin. Après être parti, j'ai réfléchi au bruit que faisait votre mule. La curiosité est une chose dangereuse lorsqu'elle n'est pas partagée. Je pensais que nous pourrions régler cela à l'amiable. Elias serra las macoiras. Vous êtes en infraction. Le sourire de Mercé s'élargit. Peut-être. Mais j'ai des raisons de croire que quelque chose de précieux a été trouvé sur des terres liées à d'anciennes revendications. Cela pourrait appartenir à d'autres personnes que vous. Il fit un signe de tête en direction de la caisse recouverte. Cela vous dérange si je jette un œil? Non, répondit Elias d'un ton sec. Les hommes de Mercé bougèrent, leurs bottes raclant le sol. Le pouls de Clara s'accéléra, mais elle ne bougea pas. Vous voulez vraiment faire ça? Demanda Mercer. Vous n'avez aucun acte plus ancien que les archives de mon père. Ce qui se trouve dans cette boîte pourrait être la propriété de l'État, pour autant que vous le sachiez. Elias soutint son regard. Et pourtant, vous êtes venu ici sans le shérif. Le sourire de Mercé s'estompa. Parce que j'espérais que nous pourrions être civilisés. Son regard se posa sur la mule devant la fenêtre, qui se tenait calmement à l'ombre du porche. C'est drôle, cet animal a peut-être déterré plus d'ennui que d'or. Elias s'approcha, la voix basse. Vous avez 5 secondes pour partir. Mercer writ dousement. Vous avez du culot, Boone, mais pas beaucoup d'influence. Il fit signe à ses hommes. Verifiez la boîte. L'un d'eux s'avança. Avant que sa main n'atteigne la table, Gideon braya si fort que les fenêtres en tremblèrent. La mule entra en trombe dans le porche, les oreilles rabattues, les yeux brillants comme de l'ambre en fusion. Le vacarme soudain surprit l'intrus, qui se figea en plein mouvement. Mercé se retourna, surpris, juste au moment où Elias saisissait sa chance. D'un seul mouvement, il ouvrit le couvercle du poêle en fonte et pointa le lourd tisonnier vers Mercé. Touchez cette boîte, dit Elias d'une voix ferme comme l'acier, et vous aurez affaire à moi, pas à la justice. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Mercé leva lentement les mains. Vous avez du cran, Boone. Mais vous ne tiendrez pas éternellement. La banque, les impôts, ils vous enterreront plus profondément que votre mule ne pourrait jamais le faire. Il fit un signe de tête à ses hommes. Allons-y, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et jeta un regard en arrière avec un sourire narquois. On se reverra bientôt. Et quand ce sera le cas, tu ferais mieux d'avoir les papiers prouvant ce qui t'appartient. La porte se referma derrière lui, et la pièce sembla expirer. Clara se précipita vers son père.
Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elias posa le tisonnier et expira lentement. Nous allons lui prouver qu'il a tort. Il rouvrit le registre et le feuilleta jusqu'aux dernières pages. Parmi les notes de Josiah se trouvait une carte, dessinée à la main, défraîchie, mais indiquant clairement les limites actuelles de leur ranch. Dans un coin, près de la rive, figurait un sceau du bureau foncier d'origine datant de 1872. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Clara, dit-il, prends ton manteau. Nous allons en ville. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau du greffier du comté, le soleil s'était couché derrière les collines. Le vieux bâtiment sentait le papier et la poussière, et le greffier, M. Reynolds, leva les yeux avec surprise lorsqu'Elias posa le registre et les documents sur le comptoir. « J'ai besoin que vous vérifiiez ces documents, » dit Elias. Ils appartenaient à Josiah Boone. Reynolds ajusta ses lunettes et examina attentivement les papiers. Quelques minutes s'écoulèrent. Puis il leva les yeux écarquillés. « Monsieur Boone, il s'agit des documents originaux de la concession foncière Boone. Ils ont été enregistrés au nom de votre grand-père. Ils n'ont jamais été transférés, ni annulés. Légalement, cela signifie que chaque centimètre carré de votre ranch, ainsi que tout ce qui se trouve en dessous, vous appartient. » Clara poussa un soupir de soulagement. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit rapidement. Mercer partit à cheval pour les affronter à nouveau, mais il fut intercepté à mi-chemin par le shérif lui-même, qui avait déjà été informé. Lorsque Mercer tenta de discuter, la vérification signée par Reynolds lui fut présentée. Le shérif l'avertit de rester à l'écart ou d'être poursuivi pour intrusion. L'expression sur le visage de Mercer lorsqu'il fit demi-tour et s'éloigna valait plus que tout leur contenu dans cette boîte. Les jours passèrent, et la vie au ranch commença à changer. Grâce à cette nouvelle richesse, Elias répara le toit de la grange, remboursa toutes ses dettes et réembaucha les ouvriers agricoles qui avaient quitté le ranch lorsque les temps étaient durs. Mais l'argent n'était pas le plus important. Chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière le pacanier, il s'asseyait à côté de Gideon et caressait le cou de la mule. « Tu nous as sauvés, » disait-il doucement. L'animal se contentait de remuer la queue et de fixer l'horizon, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Un soir, Clara trouva son père en train de relire la note de Josiah. « Tu crois que grand-père savait » demanda-t-elle. Elias suret fablement. Je pense qu'il avait confiance en la terre. Peut-être savait-il que l'arbre l'appellerait quand le moment serait venu. Ils sortirent ensemble. La brise faisait bruisser les branches du vieux pacanier, transportant un léger parfum de poussière et de feuilles. Gideon se tenait à proximité, calme et fier. Le monde semblait immobile, comme si la terre elle-même tenait une promesse attendue depuis longtemps. Alors que les premières étoiles apparaissaient, Clara se tourna vers son père. « Que ferons-nous du reste de l'or » Elias regarda les champs sombres. « Nous construirons ce que Josiah voulait, quelque chose de durable. Un ranch qui ne sera jamais vendu ni volé. La terre des Boone, pour toujours. » Dans la lumière déclinante, Gideon poussa un hennissement discret qui résonna à travers les collines, un son qui ressemblait presque à un rire. La mule avait accompli ce qu'aucun homme n'avait pu faire. Elle avait déterré non seulement un trésor enfoui, mais aussi un héritage. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Elias Boone contemplait ses terres avec sérénité plutôt qu'avec inquiétude. Le lendemain matin, le soleil se leva, brillant et doré, sur le ranch Boone. Le pacanier scintillait dans la lumière, ses racines profondément enfoncées dans le sol qui avait caché le secret de Josiah pendant des générations. Gideon paissait à proximité, calme comme toujours. Clara sortit avec 2 tasses de café et en tendit une à son père. « C'est drôle comme tout a commencé avec une mule, » dit-elle. Elias suret. « Ce n'est pas drôle, » répondit-il en jetant un coup d'œil à l'arbre. « C'est juste le destin. » Et quelque part au loin, la terre semblait fredonner doucement, rappelant tranquillement que certains trésors ne sont pas destinés à être trouvés par hasard, mais par ceux qui croient encore en eux.